Bonjour à tous, nous nous retrouvons une nouvelle fois pour une demi-heure de bande dessinée en compagnie de notre délicieuse égérie Emmanuel Klein. Bonjour Emmanuel. Hello à tous. Et notre frais et sémillant camarade représentant de notre partenaire BD Geste, j'ai nommé Laurent Giannati. Bonjour Laurent. Bonjour Nicolas. Aujourd'hui, nous vous proposons donc au programme une interview de Mats et Jeff pour leur Geronimo. Nous en profiterons pour parler également d'une autre sortie de Mats, je n'en dis pas plus. Nous vous présenterons également une interview de Tiburce Auger pour son formidable album Ma Guerre. Laurent nous offrira, comme chaque semaine, son coup de cœur BD Geste, à savoir Terre de Rodolphe et Dubois. Et Emmanuel reviendra, comme on l'avait promis à la dernière émission, sur l'album Imbattable de Jousselin. Détendez-vous, c'est que du plaisir, et c'est maintenant. Donc, nous avons eu l'occasion de rencontrer Mats et Jeff lors du salon du livre à Paris, et nous leur avons demandé de nous parler de Geronimo. Geronimo, le vrai, l'Apache, voilà, c'est là, c'est parti. On est avec Mats et Jeff pour évoquer cette biographie en bande dessinée de Geronimo. C'est une vraie biographie de cet Apache. J'ignorais votre passion pour les Indiens, cher Mats. J'ai une passion pour l'histoire en général, l'histoire des États-Unis, de l'Amérique du Sud, enfin de toute la découverte et tout ça en particulier. Et puis j'aime beaucoup les paysages aussi de l'Ouest. Et donc voilà, tout ça mis bout à bout. J'ai toujours regardé avec beaucoup de plaisir les westerns aussi. Ah bah oui, j'étais un grand fan de western, donc voilà, ça fait longtemps que je tournais autour de l'idée d'un western, et donc voilà. On parle des paysages, forcément, vous, du coup, ça vous a changé totalement. Vous avez le paysage de Grand Ouest aussi, vous êtes amusé à dessiner ça? Ouais, bien sûr, ça m'a changé des paysages urbains. Donc c'est la première fois que je fais du paysage, on va dire. J'ai plutôt l'habitude des trottoirs, des immeubles. Mais c'est bien, mais en fait je pensais que j'allais dessiner moins. Enfin, j'étais content de ne pas dessiner des voitures, des immeubles, 10 000 fenêtres, des trucs. Puis finalement j'ai dessiné 10 000 chevaux, 10 000... Non, je l'ai un peu maudit celui-là, mais non, c'était cool. C'est un autre genre, effectivement. C'est vrai que la dernière fois, on s'était rencontrés c'est toujours dans le polar. Donc là, c'est vrai que c'est très différent dans votre œuvre et de fait de celle de Jeff aussi. Geronimo, moi j'ignorais. Alors c'est vrai qu'il a eu un destin incroyable. Notamment, c'est lié au début de l'histoire, on découvre, il perd sa femme, ses enfants, sa mère lors d'un massacre des Mexicains. Et c'est ça qui va déclencher son envie de vengeance et tout ce qu'on sait sur lui. Oui, absolument. Il y a un événement fondateur dans sa vie. Et c'est l'angle d'ailleurs qui m'a paru intéressant pour traiter son histoire, parce que c'est un petit peu, l'album raconte un peu l'histoire d'un homme qui s'est un petit peu trompé de vengeance, il s'est un peu trompé d'ennemi en fait. Il était obsédé par sa vengeance contre les Mexicains, à juste titre, mais il a probablement sous-estimé le danger, le vrai danger qui pesait sur les Apaches, qui était l'homme blanc. Les yeux clairs. Les yeux clairs, oui. C'est comme ça que vous évoquez les Américains qui vont venir prendre les territoires de ces Indiens, évidemment. Oui, c'est eux qui les appellent comme ça. Vous êtes partie d'une biographie de Geronimo, il me semble, pour monter cette histoire. Oui, alors il y a plusieurs livres, mais il y a essentiellement une autobiographie, si on veut. Geronimo a raconté sa vie à un journaliste américain avant sa mort. Et puis il y a plusieurs livres aussi sur les Apaches, sur lui, sur l'Ouest. Et j'ai pioché un peu dans tout ça pour réunir tous les éléments. Alors Jeff, le fait de s'intéresser à un destin d'un personnage historique, de véritables personnages, est-ce que vous avez dû aussi faire des recherches graphiques? C'est le vrai Geronimo, il ressemblait à ça? Pas tout à fait quand même. J'ai tendance à peut-être bonifier un peu les rendre plus beaux peut-être, une sorte de... Mais non, j'ai fait quand même pas mal de recherches, effectivement. Il n'y a pas énormément de photos de Geronimo. Il y a des photos, celles qu'on connaît, quand on regarde sur Internet ou quand on est dans une bibliothèque, on trouve toujours les mêmes images. Mais il avait quand même surtout un regard, il a les yeux un peu enfoncés comme ça, très fort, un regard très sombre. J'ai essayé de jouer sur le regard, surtout. Et les costumes, et les généraux américains, enfin encore une fois, il y a des personnages historiques qu'on croise, qui sont réels, donc il a fallu forcément se renseigner un peu. Alors les Apaches sont un peu tous habillés pareil. Donc ça a été à la fois facile et en même temps un peu embêtant parce que j'avais peur qu'ils se ressemblent tous finalement. Enfin bon, j'ai quand même réussi à trouver des petites nuances. Et puis les généraux, c'est pas très difficile. Il y a eu quand même beaucoup de films aussi qui ont été tournés sur cette époque, notamment Walter Hill, qui a fait Geronimo aussi. Donc j'ai regardé le film, je l'avais déjà vu bien évidemment, mais je l'ai re-regardé. Et puis des photos, toujours pareil, j'ai regardé plein d'images. Ouais.
Walter Hill, c'est celui avec qui vous avez co-scénarisé l'an dernier le dernier album pour lequel on s'était rencontrés. Est-ce qu'il a vu votre bande dessinée? Ah, pas encore, exactement comme moi, j'ai pas encore vu le film qu'il a tiré de corps et âme, mais je pense qu'on va lui envoyer, oui. Non mais comme vous parlez du film de Geronimo, vous avez vu son film, il aurait pu aller faire un petit retour sur la bande dessinée. C'est un très bon film d'ailleurs, hein, le film de Walter sur Geronimo. Alors, et cela dit, alors j'y reviens, les Indiens, les westerns, etc., ça fait partie de votre culture aussi, Jeff? Ah oui, bien sûr. Ouais. Moi, quand j'étais gamin, j'ai surtout déjà les premières BD de Blueberry, hein, déjà. Même avant Louis Gigier aussi, qui dessinait les westerns. Jerry Spring, ouais. Alors évidemment, c'est Moebius, c'est Blueberry qui m'a le plus touché, évidemment. Et puis les films. Moi, quand j'étais gamin, j'étais fan absolu de Little Big Man, par exemple, avec Dustin Hoffman, ou alors encore, je me souviens plus de ce film avec Redford. Jeremiah Johnson, et effectivement les chefs-d'œuvre, Un homme nommé Cheval, surtout les westerns des années 70, quoi. Non, mais on se rend compte que le western, effectivement, c'est un vrai genre dans le cinéma, mais dans la bande dessinée aussi. Vous citiez Blueberry, Jeremiah Johnson, bon pour ça, Jeremiah aussi, il y a beaucoup de héros récurrents, ou Lucky Luke, peu importe, mais ça reste un genre. Là, l'intérêt, c'est que vous n'êtes pas passé par les cow-boys, mais c'est l'Indien. C'est rare de mettre les Indiens à l'honneur dans le western en bande dessinée aussi. Oui, le personnage principal, c'est vraiment Geronimo, on est avec lui tout du long. D'ailleurs, on peut dire que c'est vraiment un bouquin historique. Moi, j'ai pas inventé grand-chose, j'ai essentiellement mis en forme pour raconter son histoire. Et c'est vrai qu'on est vraiment avec les Indiens. Et c'est intéressant parce que l'intérêt aussi de cette histoire, au-delà de la vengeance, c'est que Geronimo, c'est un chaman à l'origine. Et que donc, c'est un homme qui vit en osmose avec son milieu et avec sa culture. Et c'est vraiment cet angle-là qu'on a essayé de développer. C'est le cas, sauf que justement, suite à ce massacre au début de l'histoire, ce chaman va devenir guerrier. Et ça, il se révèle aussi un excellent guerrier. Il devient un chaman de guerre, oui, absolument. Et puis aussi, il y a le fait qu'au fil de l'histoire, les Apaches disparaissent. Tous les chefs disparaissent, les guerriers disparaissent, donc il y a de moins en moins d'hommes. Et donc, effectivement, il ne peut pas être que chaman, il est aussi guerrier et il veut se battre. D'ailleurs, quand il meurt, quand il meurt à la fin de sa vie, il dit que la chose qu'il regrette le plus, c'est de ne pas avoir tué davantage de Mexicains. Donc il est resté totalement obnubilé par sa vengeance. En tout cas, moi, je vous invite vraiment à découvrir ce récit Geronimo. Je trouve ça fascinant. Je me suis passionnée vraiment pour cette histoire. On ne peut pas tout raconter là, mais il y a plein de techniques des Indiens, etc., de façon comment ils connaissent leur montagne par cœur, comme ça. C'est vraiment fascinant. Et je vous recommande vivement donc, cette biographie de Geronimo en bande dessinée de Matt et Jeff. C'est paru chez Rue de Sèvres. Merci beaucoup. Nos invités de côté au Salon du Livre, il y a un peu de bruit derrière. On a profité de leur passage, que Jeff n'est pas parisien, donc quand il vient, on en profite pour le rencontrer. Et puis il y a une autre actu parce que Matt travaille beaucoup. C'est un auteur qui écrit énormément. Et vous aviez envie de parler du Travailleur de la nuit, qui vient tout juste de sortir. Là, c'est dessiné par Cheminot. C'est toujours chez Rue de Sèvres. Absolument, toujours chez Rue de Sèvres, comme quoi... La fidélité. Oui, la fidélité. et surtout, ils ont le nez, parce que c'est un livre absolument remarquable. Donc, scénarisé par Matt et dessiné par Léonard Cheminot. C'est la seconde fois qu'ils s'allient tous les deux dans ce genre de bande dessinée, c'est-à-dire la biographie historique. Ils avaient fait Julio Popper ensemble déjà il y a quelques temps. Alors, cette fois, c'est l'histoire d'Alexandre Jacob. Ça se passe au début du XXe siècle. Qui est Alexandre Jacob ? Il a fait parler de lui en son temps, puisque c'était d'abord un anarchiste, mais surtout un cambrioleur, un voleur, qui a décimé toutes les richesses françaises pendant plusieurs années, avec une bande très organisée. Mais il avait cette particularité, merci, j'ai beaucoup de mal ce soir, il avait cette particularité de redistribuer le butin qu'il avait à des gens défavorisés, c'est-à-dire qu'il ne cambriolait que les riches et il redistribuait son butin à des pauvres gens. Entre Arsène Lupin et Robin des Bois, quoi. Et bien justement, Maurice Leblanc, à qui on a posé la question quelques années plus tard, parce que Maurice Leblanc était journaliste dans un journal qui a suivi le jugement d'Alexandre Jacob au jour le jour, et on lui a dit quelques années plus tard, mais cet Arsène Lupin, donc ce fameux gentleman cambrioleur, n'est-ce pas Alexandre Jacob ? Il a toujours nié, mais l'histoire dit que... Il s'en serait fortement inspiré, forcément. Très fortement. Alors, c'est extrêmement... alors, déjà, le scénario est passionnant. D'abord parce qu'on voit comment un jeune homme bien élevé, qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui n'a pas de vice, à travers sa découverte du monde, il s'engage à l'âge de 11 ans sur un bateau en tant que mousse, et à travers sa découverte du monde, il va nourrir une philosophie, c'est-à-dire qu'il va se rendre compte qu'il y a d'un côté les riches, pardon, et d'un autre côté,
les pauvres. Et donc il va créer sa propre philosophie librement, et va devenir un anarchiste, un libre penseur. Et on voit comment se construit en fait ce personnage jusqu'à être lui-même repoussé par la société parce que justement il fréquente d'autres anarchistes et être obligé donc d'utiliser la cambriole pour s'en sortir et pour aider ses proches. Il faut rappeler, et c'est ça qui est très important aussi dans ce récit, c'est qu'il est très moderne. Il faut rappeler que cette période début du XXe siècle, politiquement, est très troublée, très violente. Il y a des assassinats, en veux-tu, en voilà. Et c'est assez intéressant de voir ce personnage, son regard sur cette société, sur les aspects sociaux, mais aussi sur les syndicats, sur les hommes politiques, et sa non-foi en tous ces gens-là. Et on pourrait s'inspirer de sa révolte encore aujourd'hui, à travers justement ce qui nous arrive. Nous, on est entre deux tours, on sait exactement ce qui est en train de se passer. Disons que disons que voilà, c'est un récit extrêmement moderne. Alors, au-delà de ça, il est super bien dessiné. C'est un dessin réaliste qui est reconstitution historique aussi, parce que dans les lieux, quand on est dans une histoire vraie, forcément... Alors, c'est ça qui est passionnant, évidemment. Ouais. Tout ce qui est architectural, les personnages sont absolument sublimes. Il y a de très, très jolies couleurs comme ça qui rythment également la profondeur du récit. Et puis, surtout, ce personnage, c'est un personnage historique, même s'il fut un cambrioleur. D'ailleurs, il finit d'une manière assez dramatique, qu'il choisit. Il restera donc libre penseur jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'il se suicide, voilà, sans vouloir raconter la fin. Quelle espèce de spoiler, ce Nicolas Dolphine. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, c'est une histoire vraie. J'ai beaucoup de mal en fait à parler de ce genre de livre, parce que la biographie, on essaye d'être le plus proche d'un personnage réel, etc., etc. Mais j'ai été très très touché par cette lecture et je la recommande très fortement. Donc ça s'appelle Le Travailleur de la Nuit, c'était le surnom qu'on lui avait donné, et c'est chez Rue de Sèvres. Moi je reste chez le même éditeur, mais je voulais absolument partager aussi avec vous cet très très beau livre, émouvant. Ça s'appelle Ma guerre, de La Rochelle à Dachau, puisque c'est l'histoire du grand-père de Tiburce Auger, qui est l'auteur, que nous avons rencontré également au Salon du Livre et qui nous a raconté son histoire avec un grand H. On est avec Tiburce Auger maintenant pour causer de Ma guerre, ce livre qui vient de paraître aux éditions Rue de Sèvres. Bonjour Tiburce. Bonjour. Cela dit, je dis votre livre, il y a deux noms sur la couverture. C'est qui, monsieur Gauthier ? Eh bien, c'est mon grand-père maternel, en fait, celui qui a vécu vraiment le récit, la déportation pendant la guerre, et qui a eu la chance d'en revenir vivant et d'être toujours là avec nous pour témoigner. Donc c'est son histoire que vous racontez dans cette bande dessinée, c'est donc un livre extrêmement personnel, extrêmement difficile. Peut-être pour vous, comment ça s'est passé ? Il vous a raconté son histoire ? Vous avez pris des notes ? Il vous l'a raconté depuis longtemps ou c'est pour raconter ce livre-là que vous êtes revenu sur son histoire personnelle ? En fait, c'est un secret de famille. Moi, j'avais toujours des bribes de ce qu'il avait vécu. Je savais qu'il avait été résistant, déporté, mais il n'en parlait pas. Il fuyait en fait la discussion. Et protégé aussi par ma grand-mère. Et puis, il y a 2 ans, il y a eu un déclic. Des gens avaient demandé pour lui la Légion d'honneur. Il l'a eu. Il a vu qu'il y avait une certaine reconnaissance, on va dire, enfin, de la société sur ce qu'il avait vécu. Et il s'est lâché. Donc, il a commencé à raconter. Il y a eu des entretiens filmés, donc enregistrés, et puis après je l'appelais quand j'avais besoin pour avoir des détails, et ça j'avais une mémoire vivante. Parce que vous lui avez dit, j'ai envie de raconter ton histoire en bande dessinée. Oui, ça il le sait depuis à peu près 20 ans que j'avais envie de le raconter, mais lui ne voulait pas parler, il ne voulait pas s'ouvrir. Et là, à la fin donc, de la cérémonie de Légion d'honneur, je lui ai dit, bon papy, tu sais que j'aimerais en faire un livre, il serait temps. Et là il m'a regardé, il m'a fait, bon d'accord, si c'est toi qui le fais. Donc j'avais plus qu'à trouver l'éditeur. Alors, le récit s'ouvre sur justement cette remise de médaille, c'est contemporain, et puis tout de suite on va basculer dans le passé puisqu'il va raconter du début à la fin toute sa guerre depuis le début de la résistance et jusqu'à sa déportation à Dachau. Voilà, puisqu'on le découvre d'ailleurs sur la couverture de l'album, il est donc avec cette tenue de prisonnier à rayures qu'on connaît si bien. Le début aussi, c'est un petit peu comme un film, c'est l'entrée en résistance d'un jeune. Ça reste de l'aventure, et même pour ces gamins qui sont à l'époque, il a 16 ans quand il commence vraiment à rentrer en résistance, ça reste du côté rigolo, on va détruire des trains, on en fait dérailler, on distribue des tracts. Ça commence à se corser quand ils se font pincer par la Gestapo, ensuite il y a les interrogatoires, la torture. Là on sombre dans le cauchemar, et ça va s'enfoncer de plus en plus. En fait toute la torture morale et physique qu'ils ont subie, c'est au quotidien.
Et cette peur quotidienne d'être abattu, tué ou de mourir de faim ou du typhus. Et cette somme, effectivement, de petites tortures amène à cette souffrance. Et en général, les autorités allemandes avaient tablé sur le fait qu'un déporté aux travaux forcés vivrait au maximum 6 mois. C'était 6 mois de vie et d'utilisation de bras, quoi. Et ensuite, on passait au suivant. Et là, du coup, ils se retrouvent dans le camp avec tout plein d'autres nationalités. Oui. Il y a une solidarité qui s'organise. Encore une fois, c'est vécu de l'intérieur, donc on a des témoignages qu'on n'aurait pas. Moi, en tout cas, encore une fois, j'ai appris beaucoup de choses. À Dachau, il y a à peu près, je crois, 37 nationalités en fait, de gens déportés. Ça commence déjà par les Allemands, les opposants communistes dès 1933 à la création de Dachau. Et ensuite, au fur et à mesure des invasions dans les pays, forcément, des opposants politiques. Et il y a aussi donc il y a des prisonniers politiques au Triangle Rouge, mais il y a aussi un département avec des juifs, un petit camp de prisonniers juifs. Il y a ensuite aussi les triangles roses, homosexuels, enfin asociaux. Il y a vraiment de tous les gens qui déplaisaient aux nazis. Alors du coup, c'est un récit en couleur. Vous avez travaillé en couleur directe? En tout cas, c'est ce qu'on ressent. C'est tout à l'aquarelle? Oui, je travaille sur des planches format raisin, donc 50 par 65 cm, c'est très grand. En couleur directe, pinceau encre de Chine. Et puis, je voulais justement retranscrire la couleur malgré l'horreur. C'est-à-dire qu'on a toujours des images de la déportation en noir et blanc, alors qu'en plein mois d'août à Dachau, le ciel bleu était magnifique, malgré l'horreur qu'ils avaient. Ça s'intitule Ma guerre, mais c'est en fait la guerre de Guy-Pierre Gauthier, qui est donc votre grand-père, à qui évidemment vous rendez hommage, et encore une fois, il est sur la couverture. Thibault Sauget, merci beaucoup. Mais merci à vous, c'était vraiment très gentil. Vraiment un livre témoignage que je vous recommande. Allez partager ça, allez même dans les écoles, voilà, allez voir ça dans les. Il faut absolument que ce livre rentre dans les CDI, dans les bibliothèques. C'est vraiment un livre. La bande dessinée aussi sait faire ça. Ma guerre, donc de Thibault Sauget, qui était notre invité. Merci et bravo à lui. Voilà, et maintenant, c'est le moment que toutes les téléspectatrices attendent chaque semaine, à savoir le coup de cœur BDGS de Laurent Giannati. Alors Laurent, tu nous parles cette semaine de Terre de Rodolphe et Dubois, on t'écoute. Oui, une BD qui est beaucoup plus légère que celle évoquée par Emma et par Thibault Sauget tout récemment. Donc Terre, le titre a son importance, TER en 3 lettres, mais je ne vous dirai pas pourquoi, vous le saurez si vous lisez l'album et surtout en plein album, avec un gros ouvert à la fin. Mais au tout début, on ne sait pas vraiment où la vie se passe. On ne sait pas si c'est sur Terre, c'est sur notre planète. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'on voit Pipe, qui est un pilleur de tombes, qui pille les tombes pour se subvenir à ses besoins, et qui rencontre au cimetière un jeune homme nu qui a perdu la mémoire, qui ne parle pas, et qui serait le Messie que tout le peuple attend. Alors il ramène cet étranger parmi son peuple, et il le surnomme Mandor. Alors pourquoi Mandor? Déjà parce qu'il a inscrit sur son bras main d'or, mais aussi parce qu'il a la particularité de savoir réparer tous les objets, donc des objets qui pour nous semblent naturels. Il s'agit d'horloges, de grippins, qui apparemment pour ce peuple semblent venus d'un autre temps. Donc il y a deux castes bien définies. Donc déjà le petit peuple où Mandor est accueilli, mais aussi un peuple la haute caste, une caste religieuse, qui voit d'un mauvais œil l'arrivée de Mandor et qui semble craindre la prophétie du peuple qui a recueilli Mandor. Alors on retrouve Rodolphe, qui est un véritable créateur d'univers. On l'avait vu notamment avec Léo dans les Montagnes des Barans. Donc là, il a créé avec un bestiaire aussi qui n'est pas sans rappeler celui de Léo. Et aussi le magnifique dessin, vous le voyez, de Christophe Dubois, signé il y a quelques années La balade de Magdalena aux éditions du Lombard. Oui. Des planches magnifiques qui, comme d'habitude, chez Maguen, une édition très soignée avec en fin d'album un carnet de croquis absolument somptueux. On voit des recherches de Christophe Dubois et également une couverture aléatoire, donc qui n'a finalement pas été retenue. Voilà, donc celle qui est à gauche. Finalement, les deux couvertures semblaient très très belles, mais c'est la première qui est retenue avec cet envol de papillon et voilà, qui est vraiment très très beau, et surtout un cliffhanger très très étonnant à la fin du récit qui
qui rend les lecteurs très impatients et on attend avec impatience le deuxième tome. Bon, en tous les cas, on invite nos spectateurs à le lire. On a eu des petits problèmes de son, alors je le signale, mais on a compris tout ce que tu nous disais malgré tout. Merci Laurent. On continue ? Oui, bien sûr, on continue. Je crois que c'est votre tour, Emmanuel. C'est mon tour, c'est pour ça que je m'impatiente. Vous voyez, ce livre-là, je vous l'avais déjà montré la dernière fois, je tenais à y revenir. Je me suis habillée en rouge en son honneur. Imbattable, c'est un véritable héros de bande dessinée. Parce qu'il ne pourrait pas faire ce qu'il fait dans un autre médium. C'est en ça que c'est très particulier et c'est absolument génial. Vraiment, je trouve que c'est... Alors, c'est né en 2013 dans des pages du journal Spirou. Donc, si vous lisez Spirou, vous connaissez déjà. En revanche, moi, je l'ai découvert parce que je ne suis pas assez bonne lectrice de cet hebdomadaire. La preuve, je rate des choses. Et en l'occurrence, vraiment, c'était hyper important qu'il soit enfin édité en album pour que des gens comme moi le découvrent. Ce qui est très particulier, c'est que le héros, vous le voyez dès les pages de garde, il joue avec le médium bande dessinée. C'est-à-dire qu'il joue autant avec le passé, le futur et le présent, évidemment. Et il va se passer des choses, il va se promener dans les cases pour que ces choses arrivent. Et c'est en ça qu'il est. C'est un super-héros parce qu'il est habillé avec une cape, il a un vrai, avec son masque, etc. C'est son costume de super-héros. Ce qui est particulier, c'est qu'il va se promener dans des cases pour que les choses arrivent. C'est-à-dire que quand il veut que quelque chose se produise. Alors je vais vous montrer celle-ci, par exemple, pour essayer de vous donner un exemple. Celle-ci, par exemple, vous voyez, il va dans un musée au début, puis on l'appelle parce qu'il faut retrouver le cadre qui a été volé. Et du coup, la deuxième case, hop, il donne directement le cadre type. Pourquoi ? Parce que, il était dans les cases précédentes, ou suivantes plutôt, pour aller récupérer le cadre, et même dans les cases précédentes, il apprend à quelle adresse est caché le cadre, etc. Et on joue comme ça avec le présent, le passé, le futur, pour savoir ce qui va se passer. Et vraiment, c'est un exemple de narration et de jeu avec la bande dessinée. La dernière fois que j'avais vu ce type de jeu, j'ai pensé évidemment à un de mes grands maîtres en bande dessinée, un type que j'adore, un auteur que j'adore, c'est Marc-Antoine Mathieu. Voilà, évidemment, celui qui a su jouer comme ça avec les cases et avec l'homme médium bande dessinée, c'est... Avec l'objet, oui. Oui. Et au point que d'ailleurs, il y a un autre exemple aussi qui m'a évidemment fait penser à Marc-Antoine Mathieu, c'est ici. Dans cette histoire-là, parce que c'est quasiment que des histoires en une page, sauf certaines histoires qui sont un peu plus longues, et notamment celle-ci, l'effet est très très bien, vous vous en rendez pas bien compte, il y a même le logo Watch TV, il faut que je me décale pour que vous voyez bien. Vous voyez, si on a l'impression d'une histoire, moi je l'ai lu, j'ai même pas vu tout de suite, alors que j'avais le livre en main, c'est dire si en télé ça rend encore moins, regardez là, il y a une découpe dans le livre, pour que, évidemment, de sorte que là, on voit le futur de ce qui se passe dans l'histoire là, et quand on le tourne, eh bien, on voit le passé, et tout ça se répond. C'est hyper ingénieux, hyper imaginatif, j'ai adoré ça. Je pense que Queneau ou Vian auraient adoré aussi, c'est du vrai surréalisme en bande dessinée. C'est un immense coup de cœur, vraiment, j'adore. Alors, ce qui est étonnant, c'est que, je le disais, c'est passé dans Spirou. D'ailleurs, il y a même le Bacaron sur la couverture. C'est marrant, au lieu de citer un verbatim d'un grand journal, etc., ils se sont amusés à aller chercher un enfant, Mathéo, lecteur de Spirou, qui dit « J'adore Imbattable, entre parenthèses, mon père l'adore aussi. » Alors moi j'ai testé sur mon enfant, moi je teste sur mes gosses. Et alors j'ai un fils de 11 ans qui a regardé ça et il était très perturbé parce qu'il me dit « Mais il se passe des choses partout. » Il me dit « Quand on le regarde, il faut regarder comme ça la bande dessinée. » Voilà, j'ai trouvé ça génial parce qu'évidemment c'est ça. Il se passe des choses partout et pour qu'on comprenne bien ce qui se passe dans les histoires, j'ai envie de vous donner 1000 exemples, mais allez découvrir cette bande dessinée, mais vraiment, là, celle-là, j'adore aussi. La dame, il y a un chat planté, puis elle va chercher le chat par en dessous, hop, il la remonte, puis après, il n'y a plus de chat, il y a 2 chats, puis si, puis oui, puis non, puis... C'est vraiment jubilatoire. Vous l'avez lu, Laurent ? Laurent ? J'ai adoré. Oui, j'ai adoré l'album. L'histoire du chat que Manuel évoque est extraordinaire. La grand-mère voit 2 chats alors que finalement il y en a un, c'est génial. Bah oui, parce que le temps d'une case, parfois le temps se chevauche. C'est une suite d'histoires vraiment génialissime. Alors je vois que c'est bien un. Oui, pardon, juste l'auteur s'appelle Pascal Jousselin, voilà, citons-le quand même, c'est lui qui a imaginé tout ça. C'est le tome 1 qui vient de sortir, mais comme je le disais, c'est paru dans Spirou depuis 2013, et bien on aura la chance d'avoir un tome 2 l'année prochaine. Moi j'étais étonnée, je pensais qu'on l'aurait avant, mais je me suis renseignée, donc avril 2018 pour le tome 2 chez Dupuis, mais voilà, vraiment déjà faites-vous plaisir, allez lire ça, voilà, comme c'est Spirou, c'est vraiment typiquement genre de bande dessinée de 7 à 77 ans et plus encore, vraiment génialissime, j'ai adoré, franchement je suis tombée dedans, c'est mon big coup de cœur de la semaine, du mois, allez, faisons-nous plaisir, bravo, allez le voir ça. Alors comme vous êtes la reine du teasing, on se souvient avec Imbattable à la dernière émission, refaites-nous un teasing pour la prochaine émission. Mais ouais, vous savez que la prochaine fois, on vous prépare un super truc. Boum !
l'album est vert. Alors peut-être que j'aurais changé de tenue d'ici là. C'est Monet, une magnifique biographie de Monet qui est parue récemment aux éditions du Lombard, sauf qu'on vous en a pas parlé tout de suite parce qu'on a eu la chance d'aller à Giverny sur les traces de Monet avec les auteurs, et donc on s'est dit qu'on allait profiter de ce moment-là, et donc dans 15 jours, on vous emmènera faire un petit tour dans ces beaux jardins fleuris, une belle rencontre à suivre, et voilà. Et ça, je sais que Laurent a aussi adoré ce bouquin-là, donc je le fais rêver parce que lui, il n'est pas allé à Giverny. Eh ouais, pardon. Oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, voilà, ça c'est pour dans les prochaines émissions. Bravo Nicolas d'y avoir pensé. Voilà, de Giverny, on essaiera de ramener un maximum d'images et une interview. Qu'est-ce que vous en pensez, Emmanuel? Ah bah c'est prévu, c'est voilà, prévu. c'est prévu. Bon, est-ce que vous avez d'autres livres? On a un petit peu de temps pour une fois. C'est dingue, ça n'arrive jamais. Laurent, est-ce que tu aurais un autre coup de cœur comme ça? Et même le piqué, c'était imbattable. une lecture passionnante. Et Monet aussi. Voilà, donc c'est vraiment les deux coups de cœur de ces dernières semaines. Voilà. Monet, je vous le conseille fortement. Emma en parlera. Donc je lui laisse la priorité, évidemment. Mais ce sont vraiment les deux bouquins que j'ai adorés ces dernières semaines. D'accord. Avec Terre, évidemment. Et est-ce que tu l'as lu, le Travailleur de la nuit? Non, celui-là, je l'ai pas encore lu. Ah bah, je l'ai pas encore lu. Alors permets-moi de te le conseiller. C'est sur ma pile, c'est sur ma pile, oui, Nicolas. C'est dur, on a des piles en retard. Oh là là, c'est dur le métier de journaliste de bande dessinée. Absolument. Bah voilà, je crois on arrive tranquillement maintenant au terme de notre émission. Alors évidemment, comme à chaque émission, vous pouvez la revoir en replay sur Watch TV, notre partenaire, sur BDGest. sur BDGest, notre partenaire. Autant pour moi, sur Watch TV, ça va vraiment pas. Il y a des jours comme ça. Hein. Sur YouTube, sur Dailymotion, en podcast, vous pouvez l'écouter. Vous retrouverez jeudi prochain Christophe, jeudi à 20h. Nous retrouverons donc dans 15 jours, le jeudi 11 mai à 20h également. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Au revoir Laurent. Au revoir Nicolas. Au revoir Emma. Emma, ça s'est bien passé? Vous êtes ravissante en rouge. Oh merci, j'ai fait une manucure spéciale donc. Bonne soirée à tous et on se retrouve très rapidement. Merci Nicolas, salut à tous.